Marshall Lambert gara son camion dans la station-service Chevron sur la Highway 47. Le soleil de fin d'après-midi tapait sur l'asphalte craquelé. C'était censé être le week-end de Jill avec Jenny. C'est ce que prévoyait l'accord de garde. Les vendredis à 18h jusqu'au dimanche à 19h, il avait déposé sa fille de 7 ans à l'appartement de sa mère ce matin-là, la regardant agiter sa petite main depuis la fenêtre avant de s'éloigner en voiture. La pompe cliquetait rythmiquement, tandis que le carburant coulait. Marshall s'appuya contre le métal chaud de la plateforme de son camion, se frottant les yeux. Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt, mais la blessure était encore vive. 10 ans de mariage dissous parce que Jill ne supportait pas son emploi du temps. Ne comprenait pas pourquoi la construction de la nouvelle usine de traitement des eaux impliquait des soirées tardives et des appels le week-end. Elle avait déposé les papiers, emménagé chez ses parents, Cecil et Jean Donaldson, et emmené Jenny avec elle. Il s'était battu pour une garde partagée et l'avait obtenue, malgré l'avocat beau-frère de Cecil qui avait essayé de le dépeindre comme un père absent. L'ironie brûlait. Marshall avait manqué des matchs de football et des spectacles de danse parce qu'il concevait des infrastructures qui serviraient à leur ville pour les 50 prochaines années, mais c'était lui le méchant. La pompe s'arrêta, Marshall remit la buse en place et visa le bouchon du réservoir, puis entra pour payer. Le caissier, un adolescent boutonneux avec l'ennui écrit sur le visage, leva à peine les yeux quand Marshall lui tendit sa carte. En retournant à son camion, le regard de Marshall s'accrocha à une Cadillac argentée qui sortait du côté du magasin de proximité. Il reconnaîtrait cette voiture n'importe où. La fierté et la joie de Cecil Donaldson, une CT6 de 2018 qu'il cirait tous les dimanches et ne laissait conduire à personne d'autre. La main de Marshall se figea sur la poignée de sa porte. Là, dans la vitre arrière, pressée contre le verre, se trouvait la veste violette de Jenny, celle avec les étoiles jaunes qu'elle l'avait supplié d'acheter pour Noël dernier. Son cœur cogna fort contre ses côtes. Pourquoi la veste de Jenny serait-elle dans la voiture de Cécile? Elle était censée être avec Jill à l'appartement. Elles avaient prévu d'aller au cinéma ce soir. Jill l'avait mentionné lors de la remise, d'une voix tranchante et formelle comme s'ils étaient des étrangers. L'esprit d'ingénieur de Marshall, entraîné à repérer les schémas et les problèmes, commença immédiatement à calculer des scénarios. Peut-être que Jill avait besoin de quelque chose chez ses parents, peut-être que Cécile ramenait juste la veste que Jenny avait laissée là-bas. Des explications simples, mais quelque chose clochait. Cécile conduisait seule et s'éloignait de la ville. Pas vers la maison des Donaldson ni vers l'appartement de Jill. Marshall n'hésita pas, il monta dans son camion et le suivit. Il garda 3 voitures d'écart, une astuce apprise de son cousin Tommy Sanders, qui avait été détective privé avant de déménager en Arizona. Cécile conduisait calmement, sans excès de vitesse, sans précipitation. Ils passèrent le virage vers Oak Street, où se trouvait la maison des Donaldson, passèrent la route vers le complexe d'appartements de Jill. Cécile continua, dépassant le nouveau lotissement pour lequel l'entreprise de Marshall avait conçu les utilités, dépassant l'ancienne ferme Morrison, entrant dans la partie du comté où les propriétés s'étendaient sur 2 hectares et où les voisins ne pouvaient pas voir dans les fenêtres des uns et des autres. La bouche de Marshall devint sèche, ses mains agrippèrent le volant si fort que ses jointures blanchirent. Cécile tourna sur une route gravillonnée. Marshall connaissait cette zone. Il l'avait arpentée 3 ans plus tôt pour un projet qui n'avait jamais abouti. L'ancien entrepôt Hutchins se trouvait au bout de cette route. Abandonné depuis la fermeture de l'usine textile en 2009, rien d'autre là-bas que des bois et des bâtiments oubliés. Marshall coupa son moteur et roula en roue libre jusqu'à s'arrêter à 400 mètres en arrière. Se garant derrière une haie envahie par la végétation, il descendit, mit ses clés en poche et se mit à marcher. Le gravier crissait sous ses bottes de travail. L'entrepôt apparut, une structure massive en béton avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis, entourés d'herbes hautes jusqu'à la taille et d'une clôture en chêne rouillé. La Cadillac de Cécile était garée dans le parking envahi de mauvaises herbes. Le pouls de Marshall martelait ses oreilles. Tous ses instincts hurlaient que quelque chose allait catastrophiquement mal. Il avança rapidement mais prudemment, utilisant les hautes herbes comme couverture. En approchant par le côté du bâtiment, une porte de service était ouverte, la serrure cassée depuis des années. Il entendit des voix à l'intérieur, la voix basse et profonde de Cécile, puis son sang se glaça, la voix de Jenny, aiguë et effrayée. « Grand-père, s'il te plaît, je veux rentrer chez maman. Chut maintenant, tu vas rester assise et être une bonne fille ?» La voix de Cécile portait une dureté que Marshall n'avait jamais entendue, quelque chose de froid et d'autoritaire. « Ça fait mal, j'ai dit chut !» Marshall ne se rappelait pas avoir bougé.
Un instant, il était à la porte, le suivant, il était à l'intérieur de l'entrepôt sombre, ses yeux s'ajustant aux ombres. Il les vit dans un coin, près de ce qui avait été le bureau du contremaître. Cécile tenait Jenny par le bras, la traînant vers la porte. Sa veste violette était déchirée, son visage était strié de larmes, mais ce qu'il vit quand Cécile poussa la porte du bureau fit voir rouge à Marshall. À l'intérieur, quelqu'un avait installé une caméra sur un trépied, un matelas au sol, des couvertures. Cécile vit Marshall. Pendant une seconde figée, leurs regards se croisèrent. Le visage de Cécile passa de la surprise à quelque chose de sombre et calculateur. « Marshall, ce n'est pas ce que tu crois. »« Papa !» Le cri de Jenny coupa à travers tout. Marshall chargea. Cécile était un grand homme. Wado, 88 et 90 kilos, d'ancien joueur de football américain du lycée, devenu mou du ventre. Mais Marshall avait passé la dernière décennie à transporter du matériel, à grimper sur des chantiers, et sa rage lui donnait une force qui allait au-delà des muscles. Il percuta Cécile comme un train de marchandises. Ils s'écrasèrent contre le mur en béton. Marshall entendit quelque chose craquer, peut-être les côtes de Cécile, peut-être sa propre main. Il s'en fichait. Cécile essaya de riposter, mais Marshall bougeait déjà, enfonçant son épaule dans le ventre de l'homme plus âgé, le forçant à terre. « Jenny, course !» cria Marshall. « Monte dans mon camion tout de suite. » Sa fille ne bougea pas. Elle resta figée, les yeux écarquillés de terreur, son petit corps tremblant. Cécile rua sous lui, parvint à asséner un coup de poing à la mâchoire de Marshall qui fit exploser des étoiles dans sa vision. Ils luttèrent, roulant sur le sol en béton sale. La main de Marshall trouva un morceau de barre d'armature, rouillé et pointu. Il le leva haut, les yeux de Cécile s'écarquillèrent. « Attends, Marshall, réfléchis à ce que tu fais !» Marshall s'arrêta, la barre tremblait dans sa main. Il voulait l'abattre, il voulait fendre le crâne de ce monstre et peindre le sol avec son sang. Mais Jenny regardait, sa petite fille voyait cela. « Papa !» Sa voix était si petite, il lâcha la barre, elle claqua sur le béton. « Viens ici, ma chérie, viens chez papa. » Jenny courut vers lui, Marshall la souleva d'un bras, tout en gardant son genou sur la poitrine de Cécile. Elle enfouit son visage dans son cou, tout son corps secoué. Il sentait son cœur battre comme un lapin contre sa poitrine. « Est-ce qu'il t'a touché ?» La voix de Marshall sortit étranglée. « Est-ce qu'il t'a fait mal ? Il m'a attrapé les cheveux et le bras. Ça fait mal ?» Marshall regarda Cécile coincée sous lui. Le visage de l'homme plus âgé gonflait déjà. Du sang coulait de son nez, mais ses yeux ne montraient aucun remords. Seulement du calcul. « Tu fais une erreur ?» Cécile siffla. « Tu m'agresses. Tu perdras Jenny pour toujours. Je m'en assurerai. Mon beau-frère, Wallace Bean, est le meilleur avocat du comté. Tu iras en prison pour avoir protégé ma fille d'un pédophile. Tu n'as aucune preuve ? Cette caméra… » Cécile sourit à travers ses dents ensanglantées. Elle pourrait appartenir à n'importe qui. Les sans-abri utilisent en cet endroit tout le temps. C'est toi qui m'as attaqué. C'est ce que les preuves montreront. La vision de Marshall vira au rouge à nouveau. Sa main trouva la barre. Marshall Lambert. La voix de Cécile devint douce, raisonnable. Pense que tu as récupéré ta fille. Parse. On oubliera tout ça. Tu prends Jenny. Je dirai à Jill qu'il y a eu un malentendu. Tout le monde rentre en sécurité. Après ce que tu allais faire, qu'est-ce que j'allais faire ? J'ai amené ma petite fille pour lui montrer l'ancien entrepôt où je travaillais. Elle a eu peur, a piqué une crise. Tu es arrivé et tu m'as attaqué comme un fou. C'est l'histoire, Marshall. C'est ce que tout le monde croira. Marshall voulait le tuer. Dieu lui vienne en aide. Il n'avait jamais voulu quelque chose autant de sa vie. Mais Cécile avait raison sur un point. Si Marshall allait en prison, que deviendrait Jenny ? Il se leva, serrant sa fille contre lui, recula de Cécile. L'homme plus âgé se releva lentement, grimaçant, une main sur ses côtes. Il ajusta sa chemise, essuya le sang de son visage et sourit. Choix intelligent. Maintenant, je ramène Jenny à sa mère. Non ! La voix de Marshall était plate, absolue. Tu ne la toucheras plus jamais ? Tu ne seras plus jamais dans la même pièce qu'elle. Je l'emmène à la maison et j'appelle mon avocat. Le sourire de Cécile s'élargit. Fais-le. Appelle ton avocat. Vois où ça te mène. Tu n'as aucune preuve, aucune démonstration, juste ta parole contre la mienne. Et je suis Cécile Donaldson, 35 ans dans l'immobilier commercial, diacre à l'église baptiste First Baptist, membre du conseil municipal depuis 12 ans. Qui penses-tu qu'ils croiront ? Il marcha vers la porte du bureau, y entra et débrancha la caméra. La coinçant sous son bras. Ça n'a jamais existé. Ce matelas, un nid de sans-abri. Tu es délirant ? Marshall. Le stress du divorce t'a rendu paranoïaque.
C'est ce que dira ma fille. Ce que dira tout le monde. Marshall serra Jenny plus fort. Les doigts de sa fille s'enfoncèrent dans ses épaules. Cécile passa devant eux, s'arrêtant à la porte de l'entrepôt. Tu aurais dû accepter l'accord. Maintenant, je vais te détruire. Je vais t'enlever Jenny pour de bon. Et quand j'en aurai fini, tu auras de la chance si tu obtiens une visite supervisée une fois par mois. Il partit. Marshall entendit le moteur de la Cadillac démarrer, le crissement du gravier, tandis que Cécile s'éloignait. Marshall s'effondra à genoux, tenant toujours sa fille. Ses mains tremblaient. Sa mâchoire lui faisait mal là où Cécile l'avait frappé. Mais rien de tout cela n'importait. Seule Jenny importait. « C'est bon, ma chérie. Tu es en sécurité? Papa te tient. Je ne veux plus voir grand-père, » murmura Jenny contre son cou. « Tu n'auras pas à le voir. Je te promets que tu n'auras plus jamais à le voir. » Il la porta jusqu'à son camion, l'attacha sur le siège passager et conduisit vers la ville, son esprit en ébullition. Cécile avait raison. Marshall n'avait aucune preuve. La caméra avait disparu. Ce serait sa parole contre celle d'un pilier de la communauté. Mais tandis que Marshall conduisait, son esprit d'ingénieur se mit au travail. Chaque structure avait une faiblesse. Un point de tension ou une pression suffisante causerait une défaillance catastrophique. Cecil Donaldson n'était pas différent. Il avait commis une erreur aujourd'hui. C'était révélé. Et Marshall Lambert ne perdait pas quand il s'agissait de protéger sa fille. Il n'irait pas à la police? Pas encore, parce que Cécile avait raison. Il croirait le diacre, le membre du conseil municipal, l'homme d'affaires respecté. Mais Marshall trouverait les preuves. Il découvrirait chaque secret, chaque faiblesse, chaque péché que Donaldson avait commis, et alors il ferait s'effondrer toute la structure. 3 heures plus tard, Marshall était assis dans son salon tandis que Jenny dormait d'un sommeil agité dans sa chambre. Il avait appelé son avocat, Samuel Dugan, qui avait pris son dossier pour le divorce. Samuel avait écouté tout, puis délivré la mauvaise nouvelle que Marshall attendait déjà, sans preuve. « Tu luttes en côte. Cécile peut affirmer que tu l'as agressé. Tu l'as admis. Ça te fait passer pour instable. Il avait ma fille dans un entrepôt abandonné avec une caméra et un matelas. Que tu ne peux pas prouver? Il a pris la caméra. Le matelas pouvait être là depuis des années. Marshall, je te crois, mais la croyance ne gagne pas les batailles pour la garde. » Marshall ferma les yeux. « Que dois-je faire? Documente tout. Garde Jenny avec toi ce soir. Demain, on dépose une motion d'urgence pour la garde complète basée sur tes préoccupations pour sa sécurité. On demande une visite supervisée immédiate seulement pour Jill jusqu'à ce qu'on puisse enquêter. Jill. » L'estomac de Marshall se noua. Sait-elle ce qu'est son père? C'est la question. N'est-ce pas? La voix de Samuel était sombre. Soit elle sait et elle est complice, soit elle ne sait pas et elle défendra son père quand même. Dans tous les cas, ça va devenir moche. Après avoir raccroché, Marshall resta dans le noir, écoutant la respiration de sa fille depuis l'autre pièce. Il l'avait bordée, lui avait lu 3 histoires, était resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle lui avait fait promettre 4 fois que grand-père ne viendrait pas la chercher. Il avait promis, et Marshall Lambert tenait ses promesses. Son téléphone vibra. « Un texto de Jill. Où est Jenny? Papa a dit qu'il y a eu un incident. Appelle-moi maintenant. » Marshall fixa le message. « Incident. » C'est comme ça que Cécile l'avait appelé. Pas une tentative de viol d'enfant? Pas une tentative de production de pornographie infantile. Un incident? Il répondit. « Jenny est en sécurité avec moi. Elle restera avec moi. Ton père n'est plus autorisé près d'elle jamais. » La réponse vint immédiatement. « De quoi parles-tu? Tu ne peux pas la garder loin de moi. C'est mon week-end. Demande à ton père ce qu'il faisait à l'ancien entrepôt Hutchkins. » 3 points apparurent, disparurent, réapparurent, puis « Tu es fou ?» Papa montrait juste à Jenny où il travaillait autrefois. « Tu l'as attaqué? Il est à l'hôpital en ce moment pour des radios. J'appelle mon avocat. » La mâchoire de Marshall se serra. C'était donc l'histoire. Cécile construisait déjà sa défense, jouant la victime. Un autre texto. Wallace dépose des plaintes pour agression et on vise la garde complète. Tu es mentalement instable? On ne peut pas te faire confiance avec notre fille. Wallace Bean, le beau-frère de Cécile. L'avocat qui avait essayé de détruire Marshall pendant le divorce. Bien sûr, Cécile l'utiliserait. Marshall posa son téléphone. Ses jointures étaient meurtries et gonflées là où il avait frappé Cécile. Preuve d'agression. Sa parole contre celle du membre du conseil municipal. Mais Marshall n'était pas devenu un ingénieur civil accompli en acceptant la défaite. Il résolvait les problèmes, trouvait des solutions, identifiait les faiblesses structurelles et les corrigeait. Cécile Donaldson avait des faiblesses. Marshall avait juste besoin de les trouver. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher
Il commença par l'entreprise immobilière commerciale de Cécile, les archives publiques, les ventes de propriétés, les dépôts commerciaux, puis passa à sa position au conseil municipal, les votes, les procès-verbaux des réunions, les contrats attribués. Tout le monde laissait une trace, tout le monde commettait des erreurs. Marshall avait jusqu'à lundi matin quand l'avocat de Jill déposerait leur motion. 48 heures pour trouver quelque chose, n'importe quoi qui protégerait sa fille et détruirait le monstre qui avait essayé de lui faire du mal. Il travailla toute la nuit. Samedi matin, Marshall était éveillé depuis 26 heures d'affilée. Ses yeux brûlaient, tandis qu'il faisait défiler une autre base de données, recoupant les archives de propriété avec les licences commerciales. Jenny dormait encore. Il avait vérifié sur elle toutes les heures, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, se rassurant qu'elle était en sécurité. Le café avait perdu son efficacité vers 3 heures du matin. Maintenant, Marshall fonctionnait à la pure détermination et au processus méthodique qu'il avait rendu bon dans son travail. L'ingénierie vous apprenait à être systématique, à vérifier chaque calcul, à valider chaque hypothèse. Le visage public de Cécile Donaldson était propre. Trop propre, 35 ans dans l'immobilier commercial sans un seul procès, sans une seule plainte. Même pas une critique négative. Les archives de vote au conseil municipal le montraient approuvant des contrats, soutenant des développements, votant avec la majorité sur presque tout, mais Marshall connaissait la construction, les nouveaux développements, et quelque chose dans les propriétés de Cécile ne collait pas. Il accéda à la base de données de l'évaluateur du comté et commença à cartographier les biens de Cécile. Bâtiments commerciaux, principalement des centres commerciaux linéaires, petits complexes de bureaux, espaces d'entrepôt, 12 propriétés au total, toutes censées générer des revenus locatifs via Donaldson Properties LLC. Marshall recoupa les adresses avec les licences commerciales. Seulement 3 propriétés montraient des locataires actifs, 9 bâtiments étaient au vide ou montraient une occupation qui ne correspondait pas aux archives actuelles. Pourquoi un homme d'affaires prospère garderait-il 9 propriétés vides? Marshall creusa plus profond. Les impôts fonciers étaient à payer, mais avec un entretien minimal. Plusieurs bâtiments avaient des violations de code qui avaient été résolues sans que des réparations réelles soient documentées, et chaque fois qu'une violation passait devant le conseil municipal, Cécile s'était récusé du vote. Techniquement éthique, mais les violations étaient toujours rejetées ou reportées. Une propriété attira l'attention de Marshall, l'ancien entrepôt Hutchkins, où il avait trouvé Jenny la veille. Selon les archives, Cécile l'avait acheté 8 ans plus tôt pour 45 000 $. Il était évalué comme abandonné, condamné, en attente d'approbation pour démolition, mais la démolition requérait l'approbation du conseil, et pendant 8 ans, l'article avait été reporté au retardé, poussé à l'ordre du jour du mois suivant. Cécile voulait que ce bâtiment reste debout. Pourquoi? Marshall entendit Jenny remuer, il sauvegarda son travail et alla dans sa chambre. Elle était assise, serrant sa veste violette dans ses mains. Elle avait insisté pour la garder près d'elle malgré qu'elle soit déchirée. « Et, princesse, comment as-tu dormi? Bien ?» Sa voix était petite. « On rentre chez maman. » Marshall s'assit au bord de son lit. « Pas aujourd'hui? Tu restes avec papa pour un moment? » « Bien. » Elle serra la veste plus fort. « Grand-père me fait peur. » Quelque chose dans la façon dont elle le dit glaça le sang de Marshall. « Est-ce que grand-père t'a fait peur avant hier ?» Jenny hocha la tête, évitant son regard. « Peux-tu en parler à papa? Il prend des photos parfois quand on visite. Il dit que je suis jolie comme une princesse. Mais je n'aime pas comment il me regarde. » Marshall garda sa voix stable, même si la rage menaçait de l'étouffer. « Depuis combien de temps grand-père prend-il des photos? » Depuis que maman a emménagé chez grand-mère et grand-père après que toi et maman avez arrêté de vivre ensemble. 6 mois. Cécile avait préparé sa petite fille pendant 6 mois, juste sous le nez de Jill. Ou peut-être pas sous son nez du tout. Est-ce que maman c'est pour les photos? Jenny haussa les épaules. Grand-père dit que c'est notre secret, que maman est trop occupée pour comprendre. Comportement classique de prédateur. Secrets. Attention spéciale. Isolement. Marshall serra sa fille dans ses bras, prudent de ne pas serrer trop fort. « Tu n'as rien fait de mal, ma chérie, rien, et tu n'auras plus jamais à garder des secrets pour papa ou maman. Compris ?» Elle hocha la tête contre sa poitrine. Après le petit déjeuner, Jenny toucha à peine ses céréales. Le téléphone de Marshall sonna. Numéro inconnu. Monsieur Lambert. C'est Alvin H. Je suis enquêteur pour la protection de l'enfance au comté. J'ai besoin de vous parler d'un incident impliquant votre fille. Le cœur de Marshall sombra. Qui vous a appelé? Je ne peux pas le révéler, mais j'ai besoin de faire un contrôle de bien-être. Je peux être chez vous dans 30 minutes. Il l'avait appelé pour le signaler. Bien sûr,
Cécile couvrait toutes ses bases. Bien, je serai là. Alvin H arriva exactement 30 minutes plus tard, un homme mince dans la cinquantaine avec des cheveux gris et des yeux fatigués qui avait probablement vu trop de choses. Marshall le fit entrer, lui montra que Jenny était en sécurité, nourrie, indemne, sauf pour les bleus sur son bras, là où Cécile l'avait attrapée. « Pouvez-vous me montrer ces bleus encore une fois ?» demanda H doucement, sortant son téléphone pour les photographier. Jenny tendit son bras. Les marques de doigts étaient claires, violette foncée contre sa peau pâle. L'expression d'Ash ne changea pas, mais Marshall vit sa mâchoire se serrer. « Jenny, ma chérie, peux-tu me dire comment tu as eu ça ? Grand-père m'a attrapé quand je ne voulais pas entrer dans le bâtiment. Quel grand-père ? Le papa de maman, grand-père Cécile. » Ash photographia les bleus sous plusieurs angles, puis demanda à Jenny d'aller jouer dans sa chambre. Une fois parti, il se tourna vers Marshall. « J'ai besoin d'entendre votre version des événements d'hier. » Marshall lui raconta tout, la station-service, suivre Cécile, l'entrepôt, la caméra, les matelas, la confrontation. Il n'embellit pas, n'éditorialisa pas, juste les faits. Ash prit des notes. « Vous avez agressé M. Donaldson. Je l'ai arrêté de faire du mal à ma fille. L'avez-vous vu activement lui faire du mal quand vous êtes entré dans le bâtiment ? Je l'ai vu la traîner par les cheveux. J'ai vu une pièce aménagée avec une caméra et un matelas. Je suis ingénieur, monsieur H. Je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que ça signifiait. Mais vous n'avez pas appelé la police ? » Marshall croisa son regard. « L'auriez-vous fait si c'était votre enfant et que vous l'aviez trouvé dans cette situation ?» H resta silencieux un long moment. « Je dois enquêter sur toutes les allégations. C'est mon travail. » M. Donaldson affirme que vous êtes mentalement instable, que vous l'avez attaqué sans provocation. Son avocat dépose un rapport. Bien sûr qu'il le fait. Il est aussi conseiller municipal, avec des connexions et de l'argent. Je suis juste un ingénieur civil essayant de protéger sa fille. Les bleus sur le bras de Jenny sont préoccupants. Mais ils pourraient s'être produits quand M. Donaldson essayait de la contrôler pendant ce qu'il décrit comme une crise. Elle a 7 ans, elle ne fait pas de crise. Les enfants de divorcés agissent souvent mal. Marshall se força à rester calme. Allez-vous la retirer de ma garde ? H ferma son carnet. Pas pour l'instant. Mais je surveillerai la situation. J'aurai aussi besoin d'interviewer Madame Lambert et M. Donaldson. Et je recommande que Jenny voie un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumas. Bien, tout ce qui l'aide. Après le départ d'H, Marshall revint à son ordinateur. La visite des services de protection de l'enfance lui avait donné une idée. Si Cécile faisait ça depuis des mois, il y avait peut-être des preuves numériques. Il appela son cousin Tommy Sanders en Arizona. « Marshall, ça fait longtemps. Tommy, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de savoir si quelqu'un a créé de la pornographie infantile. » Silence sur la ligne. Puis, Jésus, qui... Marshall expliqua. Tommy écouta sans interrompre. « Ok. D'abord, tu dois comprendre que c'est le territoire de la police. Du FBI, si tu trouves des preuves et que tu les as altérées, je sais, mais la police n'enquêtera pas sans preuves. Et je ne peux pas obtenir de preuves sans enquêter. Je suis coincé. » Tommy soupira. « Que veux-tu » Cécile a pris une caméra de l'entrepôt, installation professionnelle. Trépied et tout, s'il fait ça depuis des mois, comme dit Jenny. Il a ces images quelque part. Chez lui, à son bureau, tu ne peux pas entrer par effraction ni chez l'un ni chez l'autre. C'est un crime. Je ne te demande pas de me dire comment entrer par effraction. Je te demande comment quelqu'un de meilleur que moi trouverait l'information. Une autre pause. Hypothétiquement, des gens comme ça, ils sont organisés, ils sauvent leurs fichiers. Storage cloud, disques externes, dossiers cachés sur leurs ordinateurs, mais ils deviennent arrogants. Ils se croient plus intelligents que tout le monde, intouchables. Donc, ils commettent des erreurs. Ils utilisent les mêmes mots de passe pour tout. Ils stockent des choses à des endroits évidents, avec des noms évidents. Ils rejoignent des communautés en ligne où ils se croient anonymes. L'esprit de Marshall s'emballa. Comment quelqu'un accéderait à ces communautés ? Marshall, ne fais pas ça. Quoi que tu penses, Tommy, si je ne trouve pas de preuves, ceux-ci s'en tirent. Pire, il continue à voir Jenny. Peut-être supervisé au début, mais éventuellement sans supervision. Et alors il sera plus prudent, mieux caché, et je la perdrai. Tommy resta silencieux longtemps. Il y a un type avec qui je travaillais. Il fait de l'informatique légale maintenant, des enquêtes corporatives, Ralph Erickson. Il est à Nashville, mais il consulte à distance. Il pourrait être prêt à examiner l'empreinte numérique de Cécile. Légale adjacente. Donne-moi son numéro.
Marshall, sois prudent. Tu t'attaques à un conseiller municipal. Si tu te trompes, je ne me trompe pas. J'ai vu ce que j'ai vu. Alors obtiens des preuves réelles, irréfutables, des preuves qui tiennent au tribunal parce que moins que ça et Cécile te détruira. Marshall appela Ralpho Erickson, expliqua la situation en termes généraux, père préoccupé, prédateur suspecté, besoin d'informatique légale. Erickson écouta, posa des questions pointues et finalement cita un prix qui fit grimacer Marshall. Moitié d'avance, moitié à la livraison des résultats. Et Monsieur Lambert, je trouve ce que je trouve diabolique. Si vos soupçons sont faux, vous payez quand même. Si je trouve des preuves d'un crime, je dois le rapporter aux autorités. Ce sont mes conditions. D'accord? Quand pouvez-vous commencer? Envoyez-moi les informations de Cécile Donaldson. Je commencerai par l'intelligence open source, réseaux sociaux, base de données publiques, associés connus, puis on verra ce qu'on peut trouver légalement d'autres. Marshall envoya les informations et le virement bancaire. C'était la plupart de ses économies, mais Jenny valait tout. Son téléphone vibra. Test du Samuel Dogan. Wallace Bean a déposé des plaintes pour agression et motion d'urgence pour la garde. Tu es attendu au tribunal lundi matin? 9 heures. On doit se voir demain pour préparer. Marshall répondit, je serai là. Puis un autre texto, celui-ci de Jill. Tu as perdu la tête? Papa porte plainte? J'espère que tu es content. Tu vas tout perdre? Marshall regarda la porte fermée de la chambre de Jenny. Elle était là-dedans, en sécurité, jouant avec ses poupées, innocente, lui faisant confiance pour la protéger. Il répondit, demande à ton père pourquoi il avait Jenny seule dans un entrepôt abandonné. Demande-lui pourquoi il y avait une caméra là-bas. Demande-lui pourquoi ta fille a peur de lui. Pas de réponse. Marshall se leva et alla à son classeur. Sortit le dossier étiqueté « Divorce ». Archives financières, commença à parcourir les déclarations de Jill de 6 mois plus tôt, ses revenus, ses actifs, ses dettes. Elle avait listé sa résidence comme la maison de ses parents, listé Cécile comme son employeur. Elle travaillait comme sa gestionnaire de bureau chez Donaldson Properties LLC. Combien Jill savait-elle? À quel point cela allait-il profond? Marshall avait besoin de le découvrir. Parce que si Jill était complice, si elle avait su ce qu'était son père et avait quand même emmené Jenny vivre là-bas, il ne pouvait pas se permettre d'y penser. Pas encore. D'abord, il avait besoin de preuves. Ensuite, il avait besoin d'un plan. Et ensuite, il avait besoin de faire payer Cécile Donaldson pour chaque seconde de peur qu'il avait mise dans les yeux de sa fille. Dimanche matin, Marshall rencontra Samuel Dugan dans un café de l'autre côté de la ville. Samuel arriva avec une mallette et l'expression qui disait qu'il préparait Marshall à de mauvaises nouvelles. Cécile Donaldson a déposé des plaintes pour agression, plaintes criminelles, pas juste civiles. Tu risques la prison s'il pousse. Marshall hocha la tête. Il s'y attendait. La motion pour la garde est pire. Wallace Bean argue que tu es mentalement instable, violent, et un danger pour Jenny. Ils veulent la garde complète accordée à Jill avec visite supervisée pour toi, hebdomadaire, 2 heures avec superviseur professionnel. Sur quoi se base-t-il? Sur le fait que tu as attaqué Cécile sans provocation, sur tes délires paranoïaques que Cécile faisait du mal à Jenny, sur des témoins de caractère qui témoigneront que tu étais instable pendant le divorce, obsédé par le travail, absent de la vie de ta fille. C'est faux, et tu le sais. Je le sais, mais on doit le prouver. Samuel sortit un bloc-notes. Raconte-moi tout encore une fois, chaque détail sur l'entrepôt. Marshall le guida à travers à nouveau. Samuel prit des notes, posa des questions, revint sur des points spécifiques. La caméra, tu es sûr de l'avoir vue? Positif. Installation professionnelle, pas un téléphone ou une caméra bon marché. C'était délibéré, mais Cécile l'a prise. Aucune preuve qu'elle était là. Jenny l'a vue aussi. Elle a parlé à l'enquêteur CPS des photos que Cécile prenait d'elle. La plume de Samuel s'arrêta. L'enquêteur CPS. Alvin Ash. Qu'a-t-il dit? Qu'il enquête. Qu'il interviewera Cécile et Jill. Qu'il a recommandé que Jenny voie un spécialiste des traumas. C'est bien, c'est quelque chose. Samuel note. Mais ce n'est pas assez. On a besoin de preuves solides. Je travaille là-dessus. Samuel leva les yeux vivement. Marshall, ne fais rien d'illégal. Si tu altères des preuves, si tu enfreins des lois, tu perdras Jenny pour de bon et tu iras en prison. Je ne fais rien d'illégal. J'ai engagé un consultant en informatique légale pour examiner la présence en ligne de Cécile, ses limites, mais probablement ok s'il utilise des méthodes légales. Samuel fronça les sourcils. Qu'espères-tu trouver exactement? Cécile prépare Jenny depuis 6 mois, prend des photos, la fait garder des secrets. Ce comportement n'existe pas dans le vide. Il y a plus, j'ai juste besoin de le trouver. Et si tu le trouves? Alors quoi?
Alors Cécile va en prison et Jenny est en sécurité. Samuel s'adossa à sa chaise. « Marshall, je dois être honnête avec toi, même si tu trouves des preuves, même si Cécile est tout ce que tu penses qu'il est, la bataille pour la garde est séparée des charges criminelles. Jill pourrait arguer qu'elle ne savait pas, qu'elle est une victime aussi, qu'elle devrait avoir la garde. Jill travaille pour Cécile. Elle vit dans sa maison, elle le voit tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elle sait ce qu'il fait ou qu'elle l'aurait cru si Jenny avait essayé de lui dire « Marshall serra les poings », alors elle est soit complice, soit négligente. Dans tous les cas, Jenny n'est pas en sécurité avec elle. Prouver ça est plus dur que tu ne le penses. Surtout contre Wallace Bean. Il va arguer que tu es un ex-mari vindicatif essayant d'aliéner Jenny de sa mère. Que tes accusations contre Cécile sont juste un écran de fumée. Alors, que fais-je ? Samuel croisa son regard. Tu survis l'audience de lundi ? Garde ton calme. Ne laisse pas Wallace te provoquer. Réponds aux questions directement et honnêtement. Montre au juge que tu es rationnel. Stable, focalisé sur le bien-être de Jenny, on arguera pour le statu quo jusqu'à ce que l'enquête CPS soit complète. Garde partagée, mais avec visite supervisée pour Jill jusqu'à ce qu'on en sache plus. Cécile n'autorisera jamais de visite supervisée chez lui. Exactement. Ce qui veut dire que Jill devra voir Jenny ailleurs, quelque part où Cécile ne peut pas l'accéder. Ça nous gagne du temps ? Marshall hocha la tête lentement. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Son téléphone vibra. Email des Ralph Erickson. Sujet, résultats initiaux. Le pouls de Marshall s'accéléra. Il ouvrit l'email. Monsieur Lambert. Recherche préliminaire a révélé plusieurs éléments d'intérêt. Cécile Donaldson maintient plusieurs profils sur les réseaux sociaux sous divers noms, plusieurs montrant des schémas préoccupants. Il est aussi inscrit sur plusieurs forums en ligne, utilisant un motif de nom d'utilisateur distinctif. Plus significativement, les archives de propriété montrent qu'il possède une installation de stockage dans le comté voisin, Riverside Self Storage. Il l'a enregistré sous une LLC différente, mais les signatures des dépôts correspondent. Cela pourrait être pertinent pour votre enquête ? Nous continuons l'investigation. Plus à suivre. Un centre de stockage séparé de son entreprise principale, caché sous une LLC différente. L'esprit d'ingénieur de Marshall vit le schéma immédiatement. Cécile gardait ses propriétés vides. Pas parce qu'elles n'étaient pas rentables, mais parce qu'il les utilisait pour autre chose. L'entrepôt où Marshall avait trouvé Jenny, peut-être d'autres. Et s'il avait un centre de stockage, il avait un endroit sécurisé pour garder l'équipement. Les preuves, les fichiers, Marshall. Samuel le regardait. Qu'est-ce que c'est ? Je pense savoir où Cécile garde ses secrets. Ne fais pas ça ! La voix de Samuel était tranchante. Quoi que tu penses, ne fais pas ça. Tu ne peux pas entrer par effraction dans un centre de stockage. Tu ne peux pas accéder à sa propriété sans mandat. Je ne le ferai pas. Mais je peux informer la police que ça existe. Un tuyau anonyme. Ils n'obtiendront pas de mandat basé sur un tuyau anonyme. Pas pour un conseiller municipal. Ils ont besoin de causes probables. Marshall fixa l'email, si proche. Des preuves qui pourraient sauver sa fille. Mais verrouillées derrière des murs légaux qu'ils ne pouvaient pas franchir. Alors je dois leur donner une cause probable. Comment ? Marshall se leva. Je dois y aller. Jenny est avec ma voisine. Je dois rentrer auprès d'elle. Marshall, je te vois au tribunal demain matin. Samuel, et je serai calme. Rationnel, tout ce que le juge a besoin de voir. Il partit avant que Samuel puisse argumenter plus. Dans son camion, Marshall rappela l'email Riverside Self Storage. C'était à 48 km. De l'autre côté de la ligne du comté, isolé, privé, il ne pouvait pas entrer par effraction, mais il pouvait surveiller, il pouvait documenter qui allait et venait, et si Cécile visitait, s'il amenait des enfants là-bas, ça serait une cause probable. Marshall rentra chez lui, releva la fille de sa voisine qui surveillait Jenny et passa l'après-midi à être papa. Ils firent des pancakes pour le déjeuner parce que Jenny les avait demandés. Ils regardèrent un film, jouèrent à des jeux de société, des choses normales, sécurisantes. Mais tandis que Jenny coloriait à la table de la cuisine, le téléphone de Marshall vibra avec un autre email de Ralpho, sujet urgent. Vous devez voir ça. Marshall l'ouvrit avec Jenny occupée en sécurité. Monsieur Lambert, trouvez quelque chose dans un compte de réseau social supprimé, capture d'écran jointe. Cela dépasse mon champ, cela nécessite les forces de l'ordre immédiatement. J'ai déjà contacté la Task Force Internet Crimes Against Children du FBI comme requis par ma licence. Ils vous contacteront ? Je suis tellement désolé. Marshall ouvrit les pièces jointes avec des mains tremblantes, des photos, des dizaines. Pas de Jenny, Dieu merci, pas de Jenny. Mais d'autres enfants, de jeunes filles toutes autour de l'âge de Jenny, posées, vêtements inappropriés, yeux effrayés.
et dans plusieurs photos, partiellement visibles, le visage de Cécile, sa Rolex distinctive, l'intérieur de la Cadillac. La vision de Marshall nagea, il ferma les fichiers avant de vomir. C'était plus grand qu'il ne l'avait pensé. Cécile n'avait pas préparé Jenny pour son usage personnel. Il l'avait préparé pour l'ajouter à sa collection. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Lambert, c'est l'agent spécial Carrie Anthony du FBI. Je comprends que vous enquêtiez sur Cécile Donaldson. Oui. La voix de Marshall sortit rauque. Pour protéger ma fille. Votre consultant nous a transmis des preuves. Nous allons devoir parler avec vous et votre fille le plus vite possible. Et Monsieur Lambert, ne contactez pas Cécile Donaldson. N'avertissez personne. Nous ouvrons une enquête formelle et nous avons besoin de l'élément de surprise. J'ai une audience pour la garde demain matin. Cécile sera là. Silence. Puis, laissez-moi parler à mes supérieurs. Nous devrons peut-être accélérer notre calendrier. Pouvez-vous garder votre fille en sécurité jusqu'à demain? Elle ne quitte pas mon champ de vision. Bien. Je vous rappelle dans l'heure. Et Monsieur Lambert, vous avez fait ce qu'il fallait? Les preuves que vous nous avez aidé à trouver, ça va sauver des vies. Après qu'elle eut raccroché Marshall s'assit à sa table de cuisine, regardant sa fille coloriée. Elle fredonnait pour elle-même, dessinant une princesse avec une couronne. En sécurité pour l'instant? Mais demain tout changerait? Demain, Cécile Donaldson ferait face à la justice. Marshall avait juste à s'assurer de survivre jusque-là. Lundi matin arriva avec un brouillard si épais que Marshall pouvait à peine voir le bout de son allée. Il habilla Jenny dans sa tenue préférée, robe violette avec des fleurs, celle qui la faisait se sentir courageuse. Il s'habilla lui-même dans son seul costume, celui qu'il avait porté aux procédures de divorce. L'agent spécial Anthony avait rappelé dimanche soir. Le FBI bougeait vite, mais pas assez pour agir avant l'audience pour la garde. Ils avaient besoin de mandats, de coordination avec les forces locales et de vérifier toutes les preuves. Gardez Jenny en sécurité, avait dit Anthony. Passez l'audience de demain, nous nous occuperons de Cécile Donaldson. Marshall avait voulu argumenter, voulait que le FBI arrête Cécile immédiatement. Mais Anthony expliqua qu'il devait le faire correctement, s'il bougeait trop vite, et que les preuves étaient compromises. Cécile pourrait s'en tirer sur des détails techniques. Maintenant, en conduisant vers le palais de justice avec Jenny sur la banquette arrière, les mains de Marshall étaient instables sur le volant. Il avait été éveillé la plupart de la nuit à préparer, mais il se sentait étrangement calme. Il savait ce qu'était Cécile. Il savait que la justice arrivait. Il avait juste à passer les prochaines heures. Le parking du palais de justice était à moitié vide sitôt. Marshall se gara, sortit Jenny, et marcha vers l'entrée du tribunal familial. Samuel Dugan attendait dehors, mallette en main, prêt, autant que possible. Souviens-toi, reste calme, ne laisse pas Wallace te provoquer, réponds aux questions directement et honnêtement. Et Marshall, ne mentionne pas le FBI, ce n'est pas pertinent pour la procédure d'aujourd'hui. Et ça pourrait compliquer leur enquête. Ils passèrent la sécurité. Jenny tenait fermement la main de Marshall tandis qu'il marchait dans le couloir vers la salle d'audience de la juge Carmen Love. Marshall était apparu devant Love pendant le divorce. Elle était juste mais sans fioriture. Pas facilement influencée par les émotions ou les dramatiques. Dehors la salle, Jill se tenait avec ses parents et Wallace Bean. Ceux-ci l'avaient l'air parfaitement composé dans un costume coûteux, un bandage sur sa tempe là où Marshall l'avait plaqué contre le mur. Il parlait à Jill, sa main sur son épaule, chaque centimètre le père préoccupé. Quand Cécile vit Marshall, ses yeux devinrent froids, mais son expression resta agréable, presque compatissante. Jill vit Jenny et avança. « Bébé !» Jenny se pressa contre la jambe de Marshall. « Madame Lambert ?» Samuel s'interposa. « Jusqu'à ce que la juge décide, nous maintenons l'arrangement actuel de garde. C'est ma fille, et nous laisserons la juge Love décider des prochaines étapes. » Wallace Bean sourit. Il était un homme grand, milieu de la soixantaine avec des cheveux argentés et la confiance qui venait de gagner la plupart de ses affaires. « Samuel, toujours un plaisir, bien que je pense que nous savons tous les deux comment ça va finir. » « Vraiment ? Votre client a agressé un conseiller municipal basé sur des délires paranoïaques. Il est instable et dangereux. La juge Love le verra. » Avant que Samuel puisse répondre, le huissier ouvrit les portes de la salle. Lambert contre Lambert. Modification de garde. Toutes les parties, veuillez entrer. Ils entrèrent. Marshall s'assit à une table avec Samuel. Jenny entre eux. Jill s'assit à l'autre table avec Wallace. Cécile et Jean Donaldson dans la rangée derrière eux. La juge Love entra. Tout le monde se leva puis s'assit. C'est une audience sur une motion d'urgence pour modification de garde dans l'affaire Lambert contre Lambert. Monsieur Bean, vous avez déposé la motion? Présentez votre cas.
Wallace se leva. Il était éloquent, persuasif, peignant un tableau d'une mère dévouée et d'un grand-père déchiré par un père violent et instable. Il appela Cécile à la barre en premier. Cécile raconta son histoire fluidement. Il avait emmené Jenny voir l'ancien entrepôt où il avait travaillé dans les années 1980. Un voyage nostalgique pour lui montrer où grand-père gagnait sa vie autrefois. Jenny avait eu peur du bâtiment sombre, avait piqué une crise. Cécile essayait de la calmer quand Marshall était apparu et l'avait attaqué sans avertissement. « J'ai essayé de raisonner avec lui, » dit Cécile, touchant le bandage sur sa tête. « J'ai essayé de lui dire que c'était juste un malentendu. Mais il était en rage, complètement irrationnel. J'ai craint pour ma vie, votre honneur. Et j'ai craint ce qu'il pourrait faire à sa propre fille s'il est capable d'une telle violence. » Wallace présenta des photos des blessures de Cécile en preuve. Côte meurtrie, la coupure sur sa tête, mâchoire gonflée. Monsieur Donaldson, Marshall Lambert a-t-il déjà exhibé ce genre de violence auparavant? Pas à ce degré, mais pendant le divorce, ma fille Jill a mentionné qu'il avait des problèmes de colère, a frappé un mur une fois pendant une dispute, jeté des choses, la mâchoire de Marshall se serra, c'était un mensonge. Il n'avait jamais, Samuel posa une main sur son bras. Reste calme, Wallace continua, et de votre avis professionnel, ayant observé Marshall Lambert pendant les années de son mariage avec votre fille, diriez-vous qu'il est mentalement stable? Objection. Samuel se leva. Monsieur Donaldson n'est pas qualifié pour évaluer la stabilité mentale. Retenue, dit la juge Love. Monsieur Bean, tenez-vous aux faits, pas aux opinions? Wallace sourit. Bien sûr, votre honneur. Monsieur Donaldson, pas d'autres questions. Samuel se leva pour le contre-interrogatoire. Monsieur Donaldson, vous avez dit que vous avez emmené Jenny à l'entrepôt pour lui montrer où vous travailliez autrefois. Quelles années avez-vous travaillé là? Cécile n'hésita pas. 1982 à 1986. Et l'entrepôt est abandonné depuis 2009. Correct? Oui. Donc pendant près de 40 ans, vous n'avez jamais mentionné cet endroit à votre petite fille. Jamais montré pendant toutes les années où elle grandissait. Mais soudain, un vendredi après-midi, vous avez décidé que c'était important? J'étais nostalgique. Est-ce un crime? De quoi étiez-vous nostalgique? L'usine textile a fermé il y a 35 ans. L'endroit où je travaillais dur pour soutenir ma famille. Samuel sortit un document. Les archives de propriété montrent que vous avez acheté l'entrepôt il y a 8 ans pour 45 000 $. Pourquoi acheter un bâtiment condamné auquel vous avez prétendument un attachement nostalgique? L'expression de Cécile ne changea pas. Propriété d'investissement. J'avais l'intention de le réaménager. En 8 ans, vous ne l'avez pas réaménagé. Vous n'avez rien fait avec, sauf payer les impôts minimaux et combattre les ordres de démolition. Le marché n'était pas prêt ou vous vouliez le garder vide. Samuel laissa ça planer. Monsieur Donaldson, quand l'enquêteur des services de protection de l'enfance Alvin H a interviewé Jenny, elle lui a dit que vous preniez des photos d'elle depuis des mois. Est-ce vrai? Wallace sauta sur ses pieds. Objection. Oui dire est non pertinent pour cette procédure de garde. Votre honneur, dit Samuel, le comportement de Monsieur Donaldson envers l'enfant est directement pertinent pour la garde et les visites. La juge Love regarda Cécile. Monsieur Donaldson, avez-vous pris des photographies de votre petite fille? Cécile hocha la tête fluidement. Bien sûr, c'est ma petite fille. J'ai des photos d'elle à Noël, aux anniversaires, aux dîners familiaux. Quel grand-père ne prend pas de photos? Ce n'est pas ce que Jenny a décrit, dit Samuel. Elle a dit à Monsieur H que vous preniez des photos qui la mettaient mal à l'aise. Que vous lui aviez dit que c'était un secret? Votre honneur, intervint Wallace, l'interprétation d'une enfant de 7 ans de photos familiales innocentes est à peine une preuve de méfait. La juge Love fronça les sourcils. Je l'autorise, mais marcher sur des œufs, Monsieur Dugan. Samuel pressa. Monsieur Donaldson. Aviez-vous une caméra avec vous à l'entrepôt? Non. Monsieur Lambert a déclaré avoir vu une caméra sur un trépied dans une pièce de l'entrepôt. Monsieur Lambert s'est trompé ou ment? Avez-vous retiré du matériel de l'entrepôt après l'incident? La pause de Cécile fut à peine perceptible. Non. Rien du tout. Le bâtiment est abandonné. Monsieur Dugan, il n'y a rien là-bas à retirer? Samuel s'assit. Marshall savait ce qu'il faisait, plantant des graines de doute sans faire d'accusation qu'il ne pouvait pas prouver encore. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. Wallace appela Jill ensuite. Elle témoigna sur l'emploi du temps de Marshall, ses absences, sa supposée colère. Elle se peignit comme la parent stable soutenue par sa famille aimante. Madame Lambert, dit Samuel pendant le contre-interrogatoire, vous travaillez pour l'entreprise de votre père? Correct. Oui, je suis sa gestionnaire de bureau. Vous vivez dans la maison de vos parents? Oui.
Ils ont été très soutenants pendant le divorce. À quelle fréquence Jenny voit-elle votre père? Tous les jours. Papa est merveilleux avec elle. Jenny a-t-elle jamais exprimé de la peur de votre père? Jill hésita. Les enfants passent par des phases. Elle a été collante dernièrement. Mais c'est normal après un divorce. Vous a-t-elle dit qu'elle avait peur de lui? Elle a dit qu'elle n'aimait pas quand papa prend des photos. Mais il essaie juste de préserver des souvenirs. Avez-vous trouvé étrange que votre père emmène votre fille dans un entrepôt abandonné? Il lui montrait l'histoire familiale. Je n'y ai pas pensé. Samuel pause. Madame Lambert, si vous découvriez que votre père avait fait du mal à votre fille, que feriez-vous? Le visage de Jill pâlit. Il ne le ferait jamais. Veuillez répondre à la question. Je protégerai ma fille. Bien sûr que je le ferai. Alors, pourquoi n'avez-vous pas demandé à votre père pourquoi Jenny a des bleus sur le bras là où il l'a attrapée? Jill regarda Cécile. Marshall vit quelque chose passer entre eux, une communication non dite. Papa a dit qu'elle se débattait pendant sa crise. Il a dû la retenir pour sa propre sécurité. Samuel s'assit, la juge Love appela une pause. Marshall se leva, ses jambes tremblantes. Jenny le regarda avec des yeux inquiets. C'est bon, princesse? Encore un peu dans le couloir. Samuel tira Marshall à l'écart. Ça ne va pas bien? Ceci est bon. Il est préparé. Et Jill le soutient. Elle sait, dit Marshall doucement. Tu as vu comment elle l'a regardé? Elle sait ce qu'il est. On ne peut pas prouver ça. Et la juge Love ne va pas séparer une mère de son enfant basé sur des soupçons. Le téléphone de Marshall vibra. Texto d'un numéro inconnu. C'est ça, Anthony. Nous avons des mandats. Exécution de perquisition à la résidence Donaldson et au centre de stockage dans 30 minutes. Gardez Cécile dans cette salle d'audience. Marshall montra à Samuel. Jésus, souffla Samuel. Ok. On doit gagner du temps. Peux-tu témoigner? Ça aidera. Ça mangera du temps. Ils retournèrent dans la salle. Samuel appela Marshall à la barre. Marshall témoigna sur ce qu'il avait vu à l'entrepôt, sur la peur de Jenny, sur les bleus. Wallace le déchiqueta au contre-interrogatoire, le peignant comme paranoïaque, violent, délirant. Monsieur Lambert, vous avez attaqué mon client, basé entièrement sur votre propre interprétation de la situation. Correct? J'ai attaqué parce que j'ai vu ma fille en danger, un danger que vous avez supposé, une caméra que vous avez supposée appartenant à Monsieur Donaldson, du matériel que vous avez supposé être là pour des buts néfastes. Je sais ce que j'ai vu. Vous savez ce que vous pensez avoir vu. Mais vous n'avez pas appelé la police. Vous n'avez pas cherché d'aide. Vous avez immédiatement recours à la violence. C'est l'action d'un homme instable. N'est-ce pas? Marshall se força à rester calme. J'ai protégé ma fille. Je le referai? Wallace sourit. Pas d'autres questions. Votre honneur? La juge Love regarda sa montre. Il était 11h30. Je vais prendre cette affaire en délibéré. Je rendrai une décision d'ici la fin de la journée. En attendant, l'arrangement actuel de garde tient. Monsieur Lambert maintient la garde physique. Madame Lambert a des visites supervisées en attendant ma décision. Le visage de Cécile s'assombrit. Wallace se pencha pour lui parler, mais Cécile secoua la tête. Ils se levèrent quand la juge Love quitta le banc. Marshall tenait la main de Jenny, attendant que la salle se vide. Ceci l'approcha. Ce n'est pas fini, Marshall. Non, ce n'est pas. J'aurai ma petite fille de retour, et tu seras en prison. Où est ta place? Marshall croisa son regard. On verra. Cécile sourit de ce sourire froid, calculateur. Oui, on verra. Il tourna et sortit avec Jill et Jean. Wallace suivant. Samuel serra l'épaule de Marshall. Tu as bien fait? Restez calme. Le téléphone de Marshall vibra à nouveau. Perquisition en cours. Mise à jour bientôt. 30 minutes plus tard, tandis que Marshall conduisait Jenny à la maison, son téléphone sonna. Monsieur Lambert, agent spécial Anthony, nous l'avons trouvé. Le centre de stockage avait une unité enregistrée sous un faux nom, mais les signatures correspondaient à Cécile Donaldson. À l'intérieur, nous avons trouvé des caméras, des ordinateurs, des disques durs, des années de matériel. Monsieur Lambert, nous avons trouvé des preuves d'au moins 40 victimes. Marshall dut se garer, ses mains tremblaient. Il y a plus, continua Anthony. Nous avons trouvé des communications avec d'autres délinquants, un réseau, c'est plus grand qu'un seul homme. Cécile Donaldson faisait partie d'une opération organisée. Nous faisons des arrestations dans 3 États. Est-ce que Jenny? Nous n'avons pas trouvé de matériel impliquant votre fille. Il semble que vous l'ayez interrompu avant qu'il ne puisse, avant qu'il n'agisse. Vous l'avez sauvé, monsieur Lambert, et en le faisant, vous avez sauvé beaucoup d'autres enfants aussi. Marshall ferma les yeux. Que se passe-t-il maintenant?
Des marshals fédéraux sont en route pour arrêter Cecil Donaldson. Il sera accusé de production et distribution de matériel d'abus sexuel sur enfants. Multiple chefs, il risque la prison à vie. Et Monsieur Lambert, votre situation de garde se résoudra probablement d'elle-même. Une fois que Madame Lambert comprendra ce qu'est son père, elle pourrait choisir de coopérer. Après qu'Anthony eut raccroché, Marshall resta dans son camion, moteur allumé, Jenny chantant pour elle-même sur la banquette arrière. C'était fini, Cecil paierait, mais la vengeance de Marshall ne s'arrêterait pas à une arrestation. Il avait des plans qui assureraient que Cecil Donaldson souffre chaque jour du reste de sa vie misérable. Les marshals fédéraux arrêtèrent Cecil Donaldson sur le parking du palais de justice à 14 heures. Marshall regarda depuis son camion tandis qu'il mettait le conseiller municipal en menottes, lui lisait un ses droits et le chargeait dans une voiture banalisée. Le visage de Cecil était violet de rage, sa composure enfin brisée. Jill se tenait figée sur le trottoir, sa mère Jean sanglotant à côté d'elle. Wallace Bean était au téléphone, déjà en mode contrôle de dommages, mais son expression disait qu'il savait que cette affaire était ingagnable. Le téléphone de Marshall sonna. « Samuel Dugan, Marshall. Je viens d'entendre que le FBI a arrêté Cecil. »« Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»« La justice, » dit Marshall simplement. « Je reçois des appels de reporters. Ça va être énorme. Cecil Donaldson. » Conseiller municipal, arrêté pour charge fédérale de pornographie infantile. « Marshall, tu dois te préparer à l'attention médiatique. Je me fiche de l'attention médiatique. Je me soucie de Jenny. Le greffier de la juge Love a appelé. Elle rend une décision d'urgence. Garde complète pour toi en attendant l'enquête criminelle. Jill peut avoir des visites supervisées, mais pas à la résidence Donaldson. Et Cecil est interdit de tout contact avec Jenny. » Marshall sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. « Bien, il y a plus. Alvinage de CPS veut te parler. Et l'agent spécial Anthony veut coordonner un entretien médico-légal avec Jenny. Ils ont besoin de son témoignage sur les photos que Cecil a prises. Je coopérerai avec tout ce dont ils ont besoin. » Après avoir raccroché, Marshall sortit de son camion et marcha vers où Jill se tenait. Elle le vit venir et son visage s'effondra. « Marshall, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce qu'il faisait. » Marshall voulait la croire. Voulait penser que son ex-femme était ignorante plutôt que complice. Mais il avait vu comment elle avait regardé Cecil au tribunal. Comment elle l'avait défendu. Jenny m'a dit que Cecil prenait des photos depuis 6 mois. Tu n'as jamais remarqué? Les yeux de Jill se remplirent de larmes. Il disait que c'était juste des photos familiales. Je n'ai pas pensé. Tu n'as pas voulu penser, parce que penser signifiait affronter ce qu'est ton père. J'aime ma fille. Alors pourquoi l'as-tu laissé vivre dans une maison avec un prédateur? La voix de Marshall était dure. Tu travaillais pour lui? Tu le voyais tous les jours? Et Jenny a essayé de te le dire? N'est-ce pas? Elle a dit qu'elle n'aimait pas les photos, que Cecil lui faisait peur. Jill sanglotait maintenant. Je pensais qu'elle agissait mal à cause du divorce. Tu pensais qu'il était plus facile de me blâmer que de questionner ton père. Jean Donaldson attrapa le bras de Marshall. Comment oses-tu? Cecil est innocent. Tout ça c'est ta faute. Tu as empoisonné cet enfant contre lui. Marshall la secoua. Le FBI a trouvé 40 victimes. Jean, 40 enfants. Ton mari est un monstre et tu es soit aveugle soit tu l'as couvert. Jean le gifla assez fort pour que sa tête tourne. Sécurité. Appela Wallace Bean. Quelqu'un appelle la sécurité. Marshall ne réagit pas. Regarda juste Jean avec un mépris froid. Tu devras vivre avec ce qu'il a fait. Chaque enfant, c'est sur vous deux. Il retourna à son camion, monta et s'éloigna. Dans le rétroviseur, il vit Jill s'effondrer sur sa mère, toutes deux pleurant. Il n'avait pas pitié d'elle. À la maison, Marshall assit Jenny et expliqua en termes adaptés à son âge que grand-père Cecil avait fait de mauvaises choses et ne serait plus là. Jenny hocha la tête, semblant plus soulagée qu'attristée. « Maman est fâchée contre moi? Non, ma chérie. Maman est triste pour grand-père, mais elle n'est pas fâchée contre toi. Rien de tout ça n'est ta faute? Ok. » Jenny retourna à son livre de coloriage, résiliente comme les enfants le sont parfois. Le téléphone de Marshall vibrait constamment. Reporters. Collègues, membres de famille qui avaient entendu les nouvelles, il ignora la plupart, répondit seulement aux appels importants. Samuel, agent spécial Anthony, Alvin Ash. L'entretien médico-légal était prévu pour mercredi. Marshall serait là pour soutenir Jenny. Mais lundi soir, après que Jenny fut endormie, Marshall s'assit dans son bureau à la maison et ouvrit son ordinateur. Il planifiait cette partie depuis des jours, attendant le bon moment. Cecil Donaldson était arrêté. Il ferait face à un procès, plaiderait probablement coupable pour éviter plus de charges.
passerait le reste de sa vie en prison fédérale, mais la prison était trop facile, hein. Trop propre. Marshall avait d'autres plans. Il ouvrit un compte email crypté qu'il avait créé des jours plus tôt, commença à taper. Le premier email alla à chaque membre du conseil municipal. Sujet, l'héritage de Cecil Donaldson. Corps du texte, un compte détaillé de chaque propriété que Cecil possédait, chaque contrat qu'il avait approuvé, chaque vote qu'il avait casté en 12 ans au conseil. Marshall mit en évidence les entrepôts vides, les démolitions retardées, les violations de code qui disparaissaient mystérieusement. Il n'accusa pas directement de corruption, posa juste les faits et les laissa tirer leurs propres conclusions. Le deuxième email alla au reporter d'investigation du journal local, le mari de Carmen Love, Saul Aldrich. Sujet, propriété Donaldson. Un regard plus profond, Marshall joignit les archives de propriété, déclarations fiscales et une chronologie montrant quand Cecil avait acheté chaque propriété et comment il les avait utilisées. Le reporter ferait sa propre enquête, mais Marshall lui donna la carte. Le troisième email alla à chaque locataire qui avait loué chez Donaldson Properties. Sujet, vous méritez de savoir. Marshall leur dit que leur propriétaire était un prisonnier fédéral, suggéra qu'ils pourraient vouloir explorer des options légales concernant leurs baux, leur rappela que la gestion de propriété par un criminel condamné était discutable au mieux. En quelques heures, l'empire commercial de Cecil commença à s'effondrer. Mardi matin, le conseil municipal avait appelé une réunion d'urgence pour revoir tous les contrats touchés par Cecil. 3 locataires majeurs avaient été déposés pour rompre leurs baux. Le journal publia une histoire en première page sur les propriétés de Cecil et leur connexion potentielle à ces crimes. Marshall regarda ça se dérouler avec une satisfaction froide, mais il n'avait pas fini. Mercredi, tandis que Jenny donnait sa déclaration aux intervieweurs médico-légaux du FBI, avec Marshall dehors, la pièce fournissant du soutien entre les sessions. Marshall passa des appels à chaque membre d'église à First Baptist, où Cecil était diacre. À chaque partenaire d'affaires, à chaque ami et associé, il ne fit pas d'accusation, il posa juste des questions. Saviez-vous que Cecil possédait cet entrepôt abandonné? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il le gardait vide? Avez-vous remarqué comment Cecil votait toujours pour rejeter les violations de code sur ses propriétés? Étiez-vous au courant du centre de stockage que Cecil possédait sous un faux nom? Des graines de doute, des murmures, des rumeurs qui grandiraient et se propageraient. Jeudi, le conseil pastoral de First Baptist avait retiré Cecil comme diacre et publié une déclaration condamnant ses actions. 3 partenaires d'affaires avaient dissous leur partenariat avec Donaldson Properties. Le maire appela à une enquête complète sur chaque contrat municipal impliquant Cecil. La réputation de Cecil était détruite. Son entreprise échouait, sa position dans la communauté était oblitérée et Marshall avait tout fait légalement. Pas d'effraction, pas de violence, juste de l'information déployée stratégiquement. Vendredi, l'agent spécial Anthony appela avec une mise à jour. L'avocat de Cecil Donaldson nous a contactés. Il veut un accord. Plaider coupable à tous les chefs en échange d'une recommandation de sentence de 25 ans au lieu de la vie. Allez-vous l'accepter? Demanda Marshall. Probablement. Les preuves sont accablantes. Et un accord de plaidoirie épargne aux victimes de témoigner en cour ouverte, y compris votre fille. Qu'en est-il des autres dans son réseau? Nous avons fait 14 arrestations jusqu'ici. Plus à venir? Monsieur Donaldson coopère. Donne des noms et des lieux, il essaie de réduire sa sentence. Marshall sourit sombrement. Cecil toujours le négociateur, toujours cherchant l'angle qui le bénéficie. Il y a autre chose, dit Anthony. Nous avons trouvé des archives financières, Cecil était payé. Ce n'était pas juste une gratification personnelle. Il produisait du matériel pour profit significatif. Comptes offshore, crypto-monnaies, tout. Combien? Plus de 3 millions de dollars sur 8 ans. La mâchoire de Marshall se serra. Que devient cet argent? Saisie fédérale. Il ira au fonds de compensation des victimes. Bien, mais Marshall avait une autre idée. Il appela Samuel Dugan. Je veux poursuivre l'héritage de Cecil Donaldson. Procès civil. Dommages émotionnels à Jenny. Marshall. Il va en prison. Il n'aura rien laissé. Il a 3 millions en compte offshore. Je veux chaque centime et je veux que ça aille dans un fonds fiduciaire pour Jenny et pour les autres victimes. Samuel resta silencieux. C'est en fait pas une mauvaise idée. On peut arguer que les activités criminelles de Cecil ont directement nui à Jenny, causé un trauma émotionnel et cherché des dommages. Avec son plaidoirie de culpabilité comme preuve, c'est presque une victoire garantie. Fais-le. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de procédures légales, interviews et attention médiatique. Marshall garda Jenny aussi protégée que possible. Mais elle vit les reportages, entendit les murmures à l'école,
Le psychologue médico-légal travaillant avec Jenny dit qu'elle était remarquablement résiliente mais aurait besoin de thérapie continue. Marshall programma des sessions 2 fois par semaine. Jill demanda des visites. Marshall accepta mais seulement supervisé et seulement après que Jill ait complété un cours de thérapie elle-même. Elle avait déménagé de la maison de ses parents, pris son propre appartement et déposé pour divorcer de sa complicité dans les affaires de Cécile. Elle affirmait vraiment ne pas avoir su et l'enquête du FBI semblait le soutenir. Il n'avait trouvé aucune preuve que Jill était au courant des crimes de Cécile. Marshall n'était pas sûr de le croire. Mais pour le bien de Jenny, il permit les visites supervisées. Jane Donaldson était une autre histoire. L'enquête du FBI révéla qu'elle avait découvert des preuves des activités de Cécile 5 ans plus tôt, de la pornographie infantile sur son ordinateur, et avait choisi de l'effacer plutôt que de le rapporter. Elle fut arrêtée comme complice. Bien qu'elle affirmât avoir eu peur de Cécile, peur de ce qu'il ferait si elle le dénonçait. Les tribunaux ne l'achetèrent pas. Elle plaida coupable d'obstruction à la justice et reçut 10 ans. Marshall n'avait aucune sympathie. Le procès de Cécile fut bref. Il plaida coupable à 47 chefs de production et distribution de matériel d'abus sexuels sur enfants. Le juge le condamna à 45 ans en prison fédérale. Il aurait 94 ans à sa sortie s'il survivait aussi longtemps. Mais la vengeance de Marshall n'était pas finie. Le procès civil que Samuel déposa avança vite avec la plaidoirie de culpabilité de Cécile et les archives financières saisies. Le juge statua en faveur de Marshall. 3 millions de dollars en dommages à placer dans un fonds fiduciaire divisé également parmi toutes les victimes confirmées. La part de Jenny serait tenue jusqu'à ses 18 ans, gérée par Marshall et un fiduciaire indépendant, mais Marshall avait un dernier coup à jouer. Il visita Cécile en prison fédérale 3 mois après l'arrestation. Cécile avait l'air différent. Pas de costume coûteux, pas de Rolex, orange de prison et menottes. Il avait perdu du poids, son visage émacié et creux. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans la salle des visites, un garde debout à proximité. « Pourquoi es-tu là ?» demanda Cécile. Sa voix était terne, sans vie. « Pour m'assurer que tu comprends ?» dit Marshall. « Comprends quoi ? Chaque jour pour le reste de ta vie. Tu te réveilleras dans une cellule. Tu mangeras de la nourriture de prison ? Tu suivras les ordres de garde assez jeunes pour être tes petits-enfants. Tu ne seras plus jamais respecté, jamais craint à nouveau. Tu n'es rien maintenant. » Le visage de Cécile se tordit. « Je sais ce que je suis. Tu n'as pas besoin de me le dire ? Je n'ai pas fini. » Continua Marshall. « Tes propriétés saisies ? Ton entreprise détruite ? Ta réputation partie ? Tous ceux qui t'ont connu savent maintenant ce que tu es. Ton église t'a dénoncé ? Tes amis t'ont abandonné ? Ta femme est en prison à cause de toi ? Qu'est-ce que tu veux ? » Marshall. Des excuses ? Non ? Je veux que tu saches que Jenny est en sécurité. Elle est heureuse, elle guérit, et elle grandira en sachant que tu ne lui feras plus jamais de mal. Elle grandira avec ces 3 millions de dollars que tu as gagnés en vendant la souffrance d'enfant. Elle les utilisera pour l'université, pour son avenir, pour ses rêves. Chaque bonne chose dans sa vie à partir de maintenant vient de ta destruction. Les mains de Cécile tremblèrent. Espèce de salaud autosatisfait. Tu te crois tellement meilleur que moi ? Je suis meilleur que toi, et c'est ce à quoi tu penseras chaque jour ici. Comment tu as perdu ? Comment j'ai gagné ? Comment ta petite fille vit sa meilleure vie pendant que tu pourris ? Marshall se leva. C'est tout ce que je suis venu dire. Profite des 45 prochaines années. Cecil, je sais que je le ferai. Il sortit sans regarder en arrière. 1 an plus tard, Marshall se tenait dans son jardin arrière, regardant Jenny sur son nouveau portique. Elle riait, ses cheveux volants, tandis qu'elle pompait ses jambes. Essayant d'aller plus haut, elle avait progressé en thérapie, avait encore des cauchemars occasionnellement, mais ils étaient moins fréquents. Elle parlait de ses sentiments maintenant, ne gardait pas de secret, savait qu'elle était en sécurité. Jill avait complété sa thérapie mandatée par le tribunal et était passée à des visites sans supervision les week-ends. Elle avait trouvé un nouveau travail, construit une nouvelle vie séparée de l'ombre de son père. Elle et Marshall n'étaient pas amis. Probablement jamais, mais ils étaient des coparents efficaces. Marshall avait été promu au travail. La publicité autour de l'affaire de Cécile avait d'une façon ou d'une autre amélioré sa réputation comme père qui ferait n'importe quoi pour protéger son enfant. Il avait reçu des offres d'autres firmes, de plus gros projets, plus d'argent. Il en avait refusé la plupart. Le temps avec Jenny importait plus que l'avancement de carrière. Son téléphone sonna. Ralph Erickson, l'enquêteur légal. « Monsieur Lambert ? Je voulais vous donner une mise à jour. L'enquête du FBI sur le réseau de Cécile a résulté en 48 arrestations dans 6 États. Ils ont identifié plus de 200 victimes et travaillent sur la réunification et les services de soutien. C'est bien,
C'est plus que bien ce que vous avez fait. Arrêtez pour enquêter, refusez de lâcher. Vous avez sauvé des vies, littéralement sauvé des vies. Marshall regarda Jenny balancer. J'ai juste protégé ma fille. Vous avez fait plus que ça? Le FBI a dit que vos preuves et documentations ont ouvert l'affaire. Sans vous, ceci il pourrait encore opérer. Après qu'Erickson eut raccroché, Marshall s'assit sur sa terrasse arrière et se permit un moment de satisfaction. Pas de bonheur, ce qui s'était passé était trop sombre pour le bonheur. Mais satisfaction que la justice ait été rendue. Cecil Donaldson passerait le reste de sa vie en prison, entouré de criminels qui réservaient une haine spéciale aux prédateurs d'enfants. Sa réputation était détruite, sa richesse saisie, sa famille brisée, son héritage était horreur et honte. Et Jenny était en sécurité. C'était tout ce qui importait. Marshall appela sa fille. « Jenny, l'heure du dîner !» Elle sauta du portique en plein arc, atterrit dans l'herbe, et courut vers lui avec un sourire éclatant. « On peut avoir des tacos? On peut avoir ce que tu veux? Princesse ?» Elle le serra fort, et Marshall la serra en retour, reconnaissant pour chaque moment, chaque jour, chaque seconde qu'il avait avec sa petite fille. Il avait gagné non seulement la bataille pour la garde, non seulement le combat légal, il avait gagné la guerre. Et Cecil Donaldson avait tout perdu. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai